la notion d'intelligence artificielle, c'est d'être capable, non pas de remplacer, mais de mimer, de singer un raisonnement humain. Alors le problème, c'est que... AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, j'ai envie de dire à votre santé connectée. Aujourd'hui, mon invité s'appelle le docteur Loïc Etienne. Bonjour docteur. Bonjour. Médecin urgentiste et avant-gardiste. Vous êtes un des pionniers de la e-médecine en 87. Chez Denise, quelle institution? Chez Denise. Vous vient l'idée, après une nuit de travail, d'un service sur Minitel, de e-santé. Fallait y penser à l'époque, hein. C'était en 30 ans, quoi, en gros. Oui, c'était en 87, en avril 87. Et on a été les premiers au monde à faire des téléconsultations, mais sauf que ça se passait par clavier interposé. J'ai eu un peu de mal à créer le produit quand même. Ah il y avait une opposition, hein. J'ai eu droit à l'opposition de tous les ordres possibles, des médecins, des pharmaciens, etc. Même le ministère de la Santé, parce qu'on disait à l'époque, le patient, il a qu'une chose à faire, c'est écouter ce que dit son médecin et puis il se tait. Et donc notre idée, au contraire, c'était de lui donner de l'information et des outils d'aide à la décision et à la compréhension. À l'époque, à noter que vous avez déjà un vieux Mac 128K. Ah, mon vieux Mac à l'époque, qui a brûlé dans un incendie, hélas. Ouais, mais ça vous a ouvert beaucoup de portes finalement, et ça vous a aidé à comprendre beaucoup de choses, ce premier ordinateur. Oui, parce que ça a été le Mac avait l'avantage d'être la première fois où on pouvait, ou un non-informaticien, ce qui était mon cas et ce qui est toujours mon cas d'ailleurs. Tu es peut-être un geek de l'époque. J'étais un geek de l'époque. Il se trouve que je l'utilisais pour faire de la musique, pour piloter des synthétiseurs, et donc le fait d'avoir cette machine m'a donné en fait la possibilité de commencer à réfléchir à des éléments qui étaient à l'époque assez nouveaux. Alors j'avais un petit Word, un petit multiplan, un petit machin, etc. Et grâce à ça, à ces petits logiciels, eh bien on pouvait commencer à concevoir des projets. À l'ère d'Internet, donc vous créez un site, Dr Click, et puis vous avez créé récemment Medvir, un système révolutionnaire d'intelligence artificielle d'aide à la décision médicale qui est utilisé notamment par SOS Médecins. Alors on a, si vous voulez, pour revenir sur cette histoire de Minitel, parce qu'en fait l'histoire, dans toutes les belles histoires, il y a en fait un point de départ. Nous avons reçu à l'époque 4 millions de connexions payantes, on a répondu à 450 000 questions, et c'est ça qui nous a permis d'essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête des patients, les mots qu'ils utilisaient, les fantasmes qu'ils avaient, avec des gens que nous ne connaissions pas, que nous ne reverrions pas. Et ce qui a été assez intéressant, enfin moi qui m'a beaucoup marqué, c'est que cet exercice virtuel de la médecine, où nous répondions aux questions, m'a permis d'être confronté à mon exercice réel de médecin urgentiste à SOS Médecins, et donc ça a modifié profondément ma manière d'exercer. C'est assez étonnant de voir que le virtuel a agi sur le réel, et je n'ai plus du tout exercé pareil. J'ai finalement compris au fur et à mesure que la médecine d'urgence, c'était une médecine lente et une médecine de l'écoute. Ce que je ne savais pas, parce que j'étais persuadé à l'époque que pour être un bon urgentiste, il fallait aller vite et être que c'était à la vitesse que se mesurait la performance. Et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et est-ce que les mots qui étaient les plus tapés en 1987 par les usagers du Minitel sont les mêmes que ceux qui googlisent aujourd'hui? Alors rien n'a changé. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez une couche, bien sûr, de modernité. Vous avez des mots qui n'existaient pas à l'époque et qui maintenant existent, puisque il y a une information information santé qui était beaucoup plus importante. La médicalisation de la pensée a envahi énormément la sphère publique. Mais malgré tout, il y a des invariants, et les invariants, c'est vous dites que vous avez mal au bide, vous avez envie de gerber, vous avez une cystite, voilà. Et tous ces mots, tout ce bestiaire de mots, nous l'avons recueilli pendant des années, et maintenant Medvir utilise 6000 mots et expressions qui sont issus du langage des patients. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la création de Medvir, alors là aussi, c'est un raisonnement qui est propre aux chevaux. Et c'est fou de voir finalement comment les idées naissent. Ah oui, ça c'est C'est fou ça. Ça c'est grâce à mon ami Michel Boquet qui est médecin à SOS, parce que vous savez tous les urgentistes on a cette
particularité, c'est que quand on se parle, on se comprend. On a beaucoup plus de mal à se comprendre avec des spécialistes, avec un oncologue ou un dermatologue. Nous utilisons les mêmes mots, mais nous ne raisonnons pas exactement pareil. En urgentiste, on se comprend parce qu'en fait, notre problème, c'est de dire est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Le diagnostic, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être autre chose. Mais on n'a pas le droit de se tromper sur la décision. Et ce que j'ai appris avec Michel, justement, il m'a dit, je lui disais comment ça se fait qu'on se comprend tous. Il me dit, c'est parce qu'on est des maquignons. On raisonne comme des maquignons. Voilà, maquignons. On voit passer un cheval, on dit, ça c'est un bon cheval. Et puis on voit passer un autre cheval, on dit, c'est pas un mauvais cheval. Et comment on le fait? On le fait simplement en regardant des choses qui sont du domaine en ce qui concerne les patients, la communication non verbale, l'environnement, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui se cache derrière, la valeur et le poids que représentent les mots, qui ont une valeur extrêmement importante. Et ça, c'est ce qu'on a appris avec le Minitel et après avec Internet, avec drclick.com. Docteur Loïc Etienne, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre livre « Les sorciers du futur », sous-titré « Santé, l'intelligence artificielle pourra-t-elle nous guérir ?» aux éditions Marabout. Ça ne s'amende pas quand on écrit un livre sur les sorciers. Alors déjà, on apprend dans votre livre que l'intelligence artificielle, déjà, c'est pas du tout récent et que ça n'existe pas finalement. C'est un concept un peu fourre-tout, un concept marketing. Alors, quelle définition vous lui donnez quand vous l'appliquez en médecine ? Alors, l'intelligence artificielle, effectivement, comme vous dites, ça remonte en fait à 1955, c'est-à-dire 10 ans après que Alan Turing ait fabriqué l'ordinateur qui a permis de décrypter les messages allemands, c'est-à-dire 10 ans après, McCarthy a dit, ces machines seront capables de faire de l'intelligence artificielle. Et on a c'est lui, donc, John McCarthy, qui invente le nom. Ce mot. Ouais, c'est ça. Et qui repose sur finalement un fantasme, puisqu'on cherchait depuis très longtemps à faire des machines qui soient capables de réaliser des tâches intellectuelles que réalisent les hommes. En fait, c'est ça la notion d'intelligence artificielle, c'est d'être capable d'avoir non pas de remplacer, mais de mimer, de singer un raisonnement humain. Alors le problème, c'est que il y a des raisonnements qui sont simples, et quand on parle d'algorithmes, tout le monde fait des algorithmes. Votre machine à laver, elle a de l'intelligence artificielle, elle a un algorithme. Un enfant, quand il a une porte ouverte... Ma vieille vedette, elle a... je sais pas si votre vedette, elle l'a, parce qu'elle doit être de très ancienne génération. Vous voyez, c'est la mère Denis, mais aujourd'hui, oui, les nouveaux objets électroménagers ont d'intelligence artificielle. Bien sûr. Un algorithme, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui dit si ceci et si ceci, alors cela. Alors je vous donne un exemple. Si la porte est ouverte, alors je passe. Très bien. C'est un algorithme. Mais si vous dites si la porte est ouverte et que il y a un tigre derrière la porte, alors je ne passe pas. Vous voyez, mais en fait, c'est tous les êtres vivants utilisent des algorithmes, sauf que ils le font avec un cerveau et avec des connexions nerveuses, alors que la machine, elle le fait avec des puces électroniques et qui laisse passer du courant en disant 0, 1, oui, non, 0, 1, oui, non. Donc il y a une différence considérable entre la machine et l'être humain, et ça existe d'ailleurs dans un mot qui est très intéressant, c'est que les anglo-saxons parlent de computer, donc de calculateur, et nous parlons d'ordinateur, celui qui ordonne. Et entre le calcul et l'ordonnancement, c'est deux façons presque différentes entre un monde anglo-saxon, on va dire, et un monde plus européen. Et cette différence, finalement, montre que nous avons tendance, nous en tout cas dans la communauté européenne, à penser plus en ordinateur et moins en computer. Mais la vague anglo-saxonne est telle que maintenant on est dans le computer à fond la caisse. Mais aujourd'hui, si on parle d'ordonner, c'est l'homme qui ordonne toujours. Les machines sont intelligentes parce que les hommes sont intelligents. Exactement, c'est exactement ça. C'est nous avons en fait une intelligence humaine augmentée. Si on voulait parler en termes réellement plus clairs, plus précis, on dirait que nous allons vers une intelligence humaine augmentée. Mais la machine en elle-même n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente pour plusieurs raisons, et on peut peut-être en parler maintenant si vous voulez. C'est que finalement, une machine, pour qu'un système soit intelligent, d'abord il faut qu'il soit capable d'apprendre. Or, les machines ne sont pas auto-apprenantes, elles apprennent ce qu'on leur dit d'apprendre, mais elles ne sont pas capables de leur propre
faite d'avoir un jugement et de dire ce que j'apprends c'est vrai. Si on me dit que c'est un chien, je ne remets pas en cause le fait que ce soit un chien parce qu'on m'a dit que c'était un chien. Je ne peux pas avoir le jugement de dire mais non, c'est pas un chien, c'est un chat. Alors vous prenez dans votre livre l'exemple justement des chiens et des chats. Des chiens et des chats. Donc si vous dites à la machine c'est un chien, elle reconnaîtra des chiens dans des tas de circonstances. Et si vous lui dites après ça c'est un chien, elle dira non ça c'est un si vous lui montrez un chat, et vous lui dites ça c'est un chien, elle me dira non ça c'est. Et donc vous pouvez donner des informations qui, si elles sont fausses, peuvent complètement leurrer la machine. Et elle n'aura pas le jugement de pouvoir replacer les choses dans leur contexte et d'avoir un jugement critique. C'est l'un des aspects de l'intelligence, hein. Mais il y en a d'autres. Alors, cette intelligence artificielle, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'intelligence humaine reconstituée ou pas ? Alors, oui, c'est une partie de certaines fonctions de notre intelligence. Par exemple, si nous prenons le joueur d'échecs, la machine de Deep Blue qui a battu Kasparov ou l'autre qui a battu le champion de Go. Ce sont des machines qui ont envisagé toutes les possibilités en les pondérant, en se disant celle-là elle est meilleure qu'une autre. Et c'est ce que fait un joueur d'échecs. Donc effectivement, Deep Blue, donc cet ordinateur, raisonne d'une certaine façon exactement comme un joueur d'échecs. Il est capable même de faire du bluff. Donc il y a dedans une intelligence. Mais si vous demandez à Deep Blue d'imaginer une recette de cuisine ou de faire un diagnostic de maladie, il en sera totalement incapable parce qu'il est spécialisé. Et la spécialisation, c'est ça qui fait véritablement la différence colossale entre la machine et nous. C'est que une machine, elle est monotâche et elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut faire que la tâche pour laquelle on l'a programmé. Et là, comme vous le dites, l'intelligence de la machine, c'est d'abord l'intelligence humaine. D'ailleurs, vous expliquez très clairement dans votre livre que pour comprendre ce concept d'intelligence artificielle, il faut d'abord comprendre le concept d'intelligence humaine. Alors, c'est la difficulté. Personne, je pense, ne peut oser se risquer là-dedans. En tout cas, moi, je ne m'y risquerai pas parce que pour comprendre l'intelligence humaine, il faudrait être capable de s'en extraire. C'est ce que dit le théorème de Gödel. On ne peut comprendre un système que en s'en extrayant. Comment nous extraire de notre propre tête pour examiner ce qui se trouve à l'intérieur? C'est absolument impossible. Par contre, ce qu'on peut examiner, c'est la relation médecin-patient. Et la relation médecin-patient, c'est la confrontation de deux intelligences, le patient qui a un problème et le médecin qui vient pour essayer de le résoudre. Et quand on observe la relation médecin-patient, on est profondément dans l'humanité. Et comme on est profondément dans l'humanité, dans ce creuset, moi j'appelle ça même un sanctuaire, la relation médecin-patient. On se rend compte que pour que ça marche, il faut d'abord de l'apprentissage, parce que le médecin qui ne se tient pas au courant, sa pertinence va en diminuant. Ensuite, il faut qu'il comprenne pourquoi le patient vient, qu'est-ce qui se cache derrière. Et ça, la machine est incapable de comprendre. La machine ne comprend rien à ce qu'elle fait. Troisièmement, il faut qu'elle soit en mesure d'inventer, de s'adapter. Par exemple, si vous avez un patient qui se présente de telle façon, eh bien vous, en tant que médecin, vous allez devoir vous adapter de façon à ce que cette personne, vous puissiez trouver les mots, l'attitude, les éléments qui vont vous permettre une mise en connexion et de façon à aller finalement au plus profond de l'intelligence et de l'émotion de la personne. Et puis quatrième point, pour laquelle également la machine est incapable de faire quoi que ce soit, elle n'a aucune conscience d'elle-même. Nous avons conscience de nous-mêmes, nous avons conscience de notre finitude, nous avons conscience de la mort qui pour nous est profondément inscrit non seulement dans notre cerveau mais même dans nos cellules. La machine, elle a quoi? Elle a une adresse IP, elle a une notion du temps qui est une notion du temps absolu, c'est-à-dire c'est une horloge, mais elle n'a pas la notion du temps relatif, elle n'a pas la notion de tout ce qui fait la variabilité incroyable de l'esprit humain. Maintenant, avec toutes ces nouvelles technologies, j'entends parler d'hommes immortels. Un petit peu. C'est le fantasme du transhumanisme. J'ai entendu ça, ouais. Le transhumanisme, donc ce nouvel homme enrichi. C'est Monsieur Balzen, un petit peu. C'est l'homme plus. C'est l'homme plus. Vous savez, la série qui s'appelait L'homme qui valait 3 milliards. 3 milliards, Steve Austin. Il avait un œil bionique, déjà. Exactement. Il avait un œil bionique, une main bionique. Et ça, c'est donc un homme augmenté. Vous voyez, c'est un homme augmenté.
Ce que le transhumanisme véhicule, c'est bien sûr non seulement des augmentations grâce à des objets, grâce à des systèmes qui seraient implantables, avec la capacité que l'on aurait de pouvoir interagir avec lui. Mais ce que ça sous-tend également, c'est du fait que nous avons, grâce à l'intelligence artificielle et aux nanotechnologies et aux imprimantes biologiques entre autres, nous aurons la possibilité de réparer complètement l'être humain. Je vous donne un exemple. On sera en mesure, dans les 10 ans qui viennent, vraisemblablement, on en est à peu près certain, de pouvoir reconstituer un organe en l'imprimant grâce à une imprimante biologique. Au lieu d'utiliser du plastique pour fabriquer un objet ou du béton pour fabriquer une maison, on va utiliser des cellules. Et ces cellules, ce sont nos propres cellules souches que l'on aura manipulées de façon à faire que cette cellule souche qu'on aura pris dans notre moelle osseuse, par exemple, on va être capable de la transformer, de la modeler en agissant sur les gènes et de la transformer en une cellule qui fabrique de l'insuline, par exemple. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le pancréas artificiel qui est en train à 10 ans, vous êtes en train de dire? Oui, on pourra. Vous avez vu une équipe qui a refabriqué un cœur avec un cœur qui est encore qui ne fonctionne pas, mais on sait que théoriquement nous avons cette possibilité, asymptotiquement bien sûr, mais nous avons cette possibilité d'y arriver. Ce qui veut dire que si un tel phénomène est vrai et s'il se passe effectivement, nous avons accès à peut-être pas une immortalité, mais nous avons accès à une certaine une prolongation de nous-mêmes, peut-être pas une immortalité, mais une prolongation de nous-mêmes jusqu'à 100 ans, 150 ans, 200 ans. Et ça, moi je trouve que c'est quelque chose d'absolument dramatique, parce que ça nous fait sortir de notre condition humaine. Ça nous donne l'illusion que nous pouvons sortir de ce qui est l'invariant de notre condition humaine, qui est la mort, qui est juste au bout. Et nous avons besoin de la mort pour vivre. Si nous n'avons pas la mort au bout comme étant game over, eh ben notre vie, elle n'est plus du tout la même. On parle de santé connectée, d'intelligence artificielle, puisque c'est le titre du livre de mon invité, le docteur Loïc Etienne, Les sorciers du futur aux éditions Marabout. Ibtissène Belmanani nous a rejoint. Bonjour Ibtissène. Bonjour à tous. Vous êtes né dans la santé connectée, puisque vous faites partie de cette nouvelle génération qui a toujours connu et qui n'a peut-être même pas connu le Minitel. Vous avez raté quelque chose. Vous êtes masseur kinésithérapeute libérale, voilà, et vous êtes une jeune praticienne convaincue par l'apport de toute cette santé connectée. Finalement, où la machine ne pourra pas remplacer l'homme. Par exemple, vous parlez de la plainte et du symptôme dans votre livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une machine ne pourra pas faire toute seule un diagnostic? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et je pense que vous serez d'accord en tant que kiné, c'est que le patient vient avec une plainte. Une plainte qui est l'expression qu'il a du mal ou du problème qu'il ressent. Mais nous, les médecins, nous avons l'obligation de transformer la plainte en un symptôme. C'est-à-dire que pour nous, si quelqu'un dit « Ah, j'ai mal à la tête », nous devons d'abord vérifier, grâce à quelques questions, que ce mal de tête correspond à ce que nous allons appeler céphalée. Et ce mot de céphalée va nous servir pour construire tout un raisonnement. Et la transformation de la plainte en un symptôme, ça nécessite bien sûr de la reconnaissance. Et toutes les systèmes de reconnaissance en langage naturel sont théoriquement capables, effectivement, au sein d'une plainte, de pouvoir dire, ben voilà, cette personne, elle a ci, elle a ci, elle a ça. Cela dit, ce n'est pas parce que elle a reconnu les mots qu'elle finalement elle comprend le sens qu'il y a derrière, parce que le rôle du soignant, du médecin et du soignant en général, c'est d'aller chercher finalement derrière ce qui se cache. Et qu'est-ce qui fait que nous allons, pourquoi cette personne est-elle venue avec ce problème? C'est toujours ça qui est obsédant, parce que si nous ne savons pas la demande qui se cache derrière la plainte et derrière le symptôme, eh ben nous risquons de passer à côté. Et ça, la machine peut le faire ou pas? Oui, la machine est capable de reconnaître... Dans son investigation. Hein. Dans son investigation, donc elle peut poser des questions. Par exemple, nous, le système Medvir que nous avons fait, il pose des questions et il les pose
à la suite d'un raisonnement. C'est un véritable raisonnement qui résonne exactement comme un médecin. La seule chose, c'est que cette machine, Medvir, comme tous les systèmes d'intelligence artificielle, ne comprend rien à ce qu'il fait. Strictement rien. Alors, le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait donner à la machine un niveau, sinon de compréhension, mais du moins d'explicabilité. Et on est en train de travailler avec le CNRS de Toulouse pour doter Medvir d'un début d'explicabilité, c'est-à-dire qu'elle soit capable de dire « je pose cette question parce que ceci ». Vous voyez, et ça change tout parce que sans explicabilité, il n'y a pas de compréhension. Mais même si vous avez de l'explicabilité et de l'explication, c'est pas pour autant que vous comprenez. Le code de la route, vous pouvez l'apprendre par cœur. C'est pas pour autant que vous avez compris pourquoi il faut respecter la priorité à droite. Est-ce que dans ce cas, elle serait capable, l'intelligence artificielle, d'un diagnostic différentiel ? Bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on appelle le diagnostic différentiel pour tout le monde ? C'est-à-dire différencier deux pathologies qui pourraient sembler similaires, mais qui en fait n'ont pas la même cause. Absolument. Par exemple, avec Medvir, nous avons donc on fait absolument du diagnostic différentiel, c'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, une toux comme j'ai en ce moment avec ma voix un peu éraillée. Ça c'est la grippe chinoise. Alors si vous voulez, vous passerez à la caméra tout à l'heure. Alors à ne pas confondre avec la grippe algérienne qui est bien pire et qui n'est pas détectée par les caméras. Donc la machine, comment elle réagit par rapport à un symptôme comme la toux ? Alors la machine, elle va d'abord authentifier le fait, parce que vous n'allez pas dire que vous toussez, forcément vous allez dire je crache, vous avez utilisé les mots je crache, tout crache, tout sèche, voilà, etc. Donc elle récupère tous ces mots et elle va elle va demander, à part ça, est-ce que vous avez autre chose ? Est-ce que vous avez de la fièvre ? Est-ce que vous avez mal à la tête ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Grâce à ça, nous recueillons donc les symptômes exactement comme fait le cerveau du médecin, et à partir de ça, nous avons un univers qui se dessine. Actuellement, dans Medvir, il y a 1 millier de diagnostics. Si on le restreint, là maintenant, après ces quelques questions, j'en ai plus 1 millier, j'en ai beaucoup moins. Et au fur et à mesure, en posant des questions, je vais pouvoir savoir si c'est cet univers il se restreint, et je vais finalement arriver à 1, 2, 3, 4 diagnostics. J'ai donc fait du diagnostic différentiel. C'est un entonnoir en fait. C'est un entonnoir. Et je vous ai pas donné les 40 ou 50 causes de tout. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça fonctionne par si alors, un algorithme qui fonctionne par si, ça, alors ça. Et puis ensuite qui corrèle et concorde les différentes données arrivées. Alors ça, ce dont vous parlez, ce sont des systèmes connexionnistes. Il y a 3 systèmes aujourd'hui, en gros. Oui. Il y a vous avez les systèmes connexionnistes qui sont finalement ce que l'on fait dans le cadre de la radiologie. Ce sont des systèmes qui sont qui permettent de faire vous lui donnez une IRM, hein, et puis il va vous dire c'est un glioblastome, c'est ceci, c'est cela. Ça, ce sont des systèmes qui sont capables de faire de la reconnaissance artificielle, hein, appelons ça de la reconnaissance artificielle, mais qui finalement ne sont pas capables d'avoir un jugement. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire c'est un glioblastome, par exemple. Enfin, je vous ai dit ce mot-là qui m'est venu, mais qui est une tumeur du cerveau. Hein. Parce que vous m'apprenez plein de mots aujourd'hui. Hein. Ça a commencé tout à l'heure déjà. Non, excusez-moi, j'étais un peu violent là. Donc c'est un glioblastome, mais la machine n'a pas l'intelligence de se dire bah oui, c'est sûrement ça ou pas sûrement ça. Elle ne fait que restituer. Ça, c'est donc la reconnaissance artificielle. Le raisonnement artificiel, c'est ce que vous dites, c'est si ceci, alors cela. C'est ce qu'on appelle les systèmes symboliques. Et par exemple, nous, ce que nous faisons, c'est un système symbolique, et nous utilisons un système qui s'appelle de la logique floue. La logique floue, c'est la gestion de l'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est le fruit de notre travail à SOS Médecins, quand on va chez les gens, et je pense que pour vous c'est exactement pareil quand vous voyez un patient, enfin vous non puisque vous avez un dossier quand même, mais nous quand on va à SOS chez les gens qu'on les connaît pas, on n'a rien. Hein. On a un symptôme, une personne qui arrive devant nous, on connaît pas ses antécédents, on n'a rien, elle nous dit ce qu'elle veut. Eh ben, il faut, en un temps limité, arriver à se dire, c'est grave, c'est pas grave, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, qu'est-ce que j'en fais? Je laisse à domicile, j'appelle le SAMU, qu'est-ce que je fais? C'est donc du triage. Mais au-delà du triage, qui est donc justement ce que nous décrivons avec cette notion de diagnostic différentiel, en disant bon, c'est peut-être une cholécystite, c'est peut-être une appendicite, c'est peut-être une gastroentérite, bon, c'est peut-être une péritonite, ah c'est une péritonite, tout de suite j'appelle le 15. Ou péritonite, non j'y crois pas, c'est peut-être seulement une gastro. Ah
Ah oui, mais c'est peut-être une appendicite. Appendicite, je vais quand même demander une numération, une prise de sang, parce que si ça se transforme en péritoniite... Donc vous voyez, on est perpétuellement en train de faire de la gestion de l'incertitude. Et ça, ce sont que les systèmes symboliques. Et puis vous avez ce que fait Watson, par exemple, qui est extrêmement incroyable. Vous lui posez une question en disant femme de 53 ans qui a un cancer in situ, qui est résistant à l'herceptine. Par des valeurs épidémiologiques. Voilà. Ouais. Et ben ils sont capables d'aller chercher. Qui est résistant à, parce que là j'ai vu que. L'herceptine, mais n'oubliez ce mot. C'est un traitement. C'est un traitement. Voilà, très bien. Ce traitement-là, il va aller chercher dans toute la littérature qu'il a digérée, puisqu'il a bouffé de l'oncologie à n'en savoir qu'en faire, et il va être capable, parce qu'il a compris cette demande, d'aller vous chercher le paragraphe qui se trouve dans cette masse de littérature, vous le ressortir et vous dire c'est vraisemblablement ça à 55% d'intervalle de confiance. Donc ça veut dire que là encore, il y a de la reconnaissance. Ma question est, y a-t-il de l'intelligence ? Eh ben, si vous le passez au crible des 4 piliers, vous voyez que même ça, c'est pas de l'intelligence. Ça, c'est le comportementalisme ou c'en est un autre encore ? Système de pensée, parce que vous nous avez expliqué le connexionnisme, le symbolisme, puis le dernier, c'est le comportementalisme. La troisième école de pensée qui s'affronte. Alors, le comportementalisme, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en psychologie, en psychiatrie. Ce sont des raisonnements qui sont plus analogiques, qui nous permettent de placer les gens dans des sortes de clusters. Enfin, c'est un gros mot, mais c'est-à-dire des gens qui finalement ont à peu près le même genre d'éléments de comportement et qui nous permettent de nous dire de gens qui sont plutôt dans ce type de cluster, c'est-à-dire de groupe, voilà, mais un petit peu dans ce type de groupe, mais un petit peu dans ce type de groupe. Et donc c'est intéressant parce que c'est une démarche qui est indispensable en médecine. Nous le faisons en permanence en médecine et je pense en kiné vous le faites également. Oui, ça nous permet de faire des prédictions notamment. C'est ce qui permet de faire des prédictions et on sait que dans la médecine du futur, on sera dans une médecine prédictive qui sera vraiment l'aboutissement de la démarche préventive. C'est-à-dire que on sera en mesure, ce qu'on appelle la médecine 4P, participative, etc. Mais bon, je passe. Il y a un exemple dans votre livre, vous démarrez par ça, le gars on lui apprend qu'il est guéri de son cancer de la prostate, mais que dans 5 ans, il aura un diabète. Oui, alors c'est ça, la médecine prédictive, voilà, ça veut dire, voilà, dans tant d'années, vous aurez ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut imaginer, c'est une image bien sûr, il faut imaginer la vie comme une piste de ski, puis vous avez des poteaux. Les poteaux. Il faut passer entre les poteaux. Vous avez des gens qui pourront fumer comme des sapeurs, qui n'auront jamais de cancer du poumon. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et puis d'autres qui ne fument, certains qui fument, qui n'auront pas de cancer, et d'autres qui ne fument pas, qui auront un cancer. Donc ça veut dire que dans leur gène, il y a quelque chose que l'on ne connaît pas, mais grâce à l'intelligence artificielle, on sera en mesure d'aller voir dans leur gène ce qu'il y a et presque de leur donner les portes par lesquelles il faut qu'ils passent. Toi, t'as pas intérêt à fumer. Par contre, tu peux picoler tout ce que tu veux. Bon, je vous dis n'importe quoi. Mais par contre, faut pas. Avec modération, comme on dit. Avec modération, bien sûr. Mais donc tout un parcours de vie qui nous permettra de comprendre comment échapper, passer entre les écueils, passer entre les portes. Alors le problème, ça pose la question, une question éthique, une question presque de chronique de la mort annoncée. Si on vous dit vous allez avoir un cancer du sein à 42 ans et demi, est-ce que vous faites comme Angela Jolie ou vous faites une mastectomie bilatérale? Oui, bien sûr, c'est une possibilité, mais où allons-nous? Ça y est, ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. On vous dit tu vas avoir un cancer du sein ou un cancer quelconque, est-ce que vous n'allez pas vous le créer, votre cancer? En même temps, on peut dire à la personne si vous continuez elle peut avoir l'information de savoir qu'en évitant telle et telle mauvaise habitude, par exemple, de vie, elle peut améliorer sa condition. Tout à fait. Là, il a intérêt. Et c'est ce que fait la prévention. Si la prévention fonctionnait, ça se saurait, les enfants. Écoutez, ça dépend dans quoi, mais bon. Je peux vous dire que fumer-tu, ça n'empêche pas les gens de fumer. Oui, mais je voudrais quand même moi je me souviens quand j'ai commencé la médecine en 1980 aux urgences médicales de Paris, on avait
à 6h du matin, on avait toujours un édème pulmonaire de la vieille dame de 80 ans, édème pulmonaire. On voyait 2-3 infarctus par nuit. On voyait des embolies pulmonaires à tire-larigot, des hémorragies digestives, des overdoses, etc. On avait une pathologie, mais je peux vous dire, mais c'était affolant ce qu'on a vécu. C'est pas des pathologies de guerre, mais c'était affolant. Je peux vous dire que 40 ans après, on les voit plus. Alors, c'est parce qu'ils sont mieux pris en charge, parce que maintenant tout est protocolisé dans les médecines d'urgence, mais c'est également parce que la prévention a malgré tout amélioré les choses. Quand même, je ne suis pas un fanat total de prévention, mais la prévention est une nécessité. On peut plus rien faire, mon bon monsieur. Quid de l'empathie, finalement, la relation patient-médecin, souvent quand on voit le médecin, on est quasiment guéri. Est-ce que la machine peut apprendre l'empathie ? Alors, comment gérer quand même, c'est quand même dans l'équation qu'il y a entre les deux, c'est super important l'empathie. Oui, alors on la pourrait... confiance qu'on a aussi. Oui, alors il y a deux choses. Il y a l'empathie que véhicule le médecin et le message que le patient reçoit. C'est pas forcément pareil. Vous pouvez être très empathique et que ce message d'empathie n'arrive pas parce que le patient n'a pas confiance en vous, parce que vous avez une tête qui lui revient pas, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Et cette empathie, on pourrait donc tout à fait la programmer. On pourrait tout à fait fabriquer des tables, puisque l'intelligence artificielle fonctionne avec des tables, avec des systèmes qui sont capables, avec des séries de chiffres qui caractérisent un certain nombre de données. On pourrait tout à fait donner à la machine la notion de colère, d'anxiété, de stress, de ceci, de cela, etc. Et donc, on pourrait dire à la machine, voilà, cette personne, elle est plutôt ceci, plutôt ceci, plutôt cela. Donc, il faut que tu t'adresses à elle de telle manière, de telle manière, de telle manière, en utilisant tel mot, telle expression, etc. Donc, on pourrait tout à fait singer une démarche empathique. C'est envisageable. D'ailleurs, ça va être envisagé. Grâce aux caméras à reconnaissance, de reconnaissance faciale, simplement en le filmant, on peut voir, grâce aux traits du visage, on peut voir deviner ce qui se passe dans votre tête. C'est donc tellement chinois ce que vous me racontez. ça me fait rêver, vous voyez. Autrement, ça peut... Oui. Pardon, mais juste pour refinir sur ce point. Mais les caméras, oui. Ce n'est pas pour autant que si on dotait la machine, imaginons qu'on le fasse, ce n'est pas pour autant que la machine comprendrait ce que ça veut dire que l'empathie. Puisque elle n'a pas de sentiment, elle ne ressent pas dans sa chair, vu qu'elle n'a pas de chair, vous comprenez. Et donc, tant qu'on restera avec des machines qui sont avec des puces électroniques ou avec des 0 et des 1, on pourra singer, mais on ne pourra pas passer par tout ce qui fait notre profonde humanité, qui est en fait la vie qui est sortie de l'eau et qui petit à petit nous a amenés à ce que nous sommes. Et ce en quoi ça peut améliorer la relation du soignant au soigné aussi, c'est dans l'empathie, c'est le fait qu'il n'y a plus forcément l'écran entre cette relation. Donc, c'est-à-dire que si une intelligence artificielle à reconnaissance vocale, par exemple, peut être à distance et peut-être un peu plus invisible dans la pièce de soins, la connexion peut se faire visuellement directement. Moi, je pensais qu'on était dans un monde 1.0. Bon, j'ai appris qu'on était dans un monde 2.0. Bien du tout. On est dans le 3.0. Et demain, on est dans le 4.0. Je sais pas jusqu'où on va aller. Faut se mettre à la page, Philippe. Je sais. À la page. Vous parlez de papier. On parle de l'intelligence artificielle ce matin de Santé Collectée avec le docteur Loïc Etienne qui est là pour parler de Les Sorciers du futur aux éditions Marabout. Évidemment, les sorciers, c'est ceux qui sont censés inventer cette technologie. Et puis Ibtissem Belmadani qui est là, elle qui est convaincue que ça va aider et que ça va même renforcer le rapport patient et praticien. Google, par exemple, c'est de la santé connectée, c'est de l'intelligence artificielle, Google, ou pas du tout? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient en consultation, c'est quelqu'un qui a fait son propre diagnostic sur Google. Vous aviez Google avait monté en 2014 un département qui s'appelait Google Trend, et ils pensaient qu'ils allaient simplement en regardant les requêtes des gens sur Google prévoir l'évolution de la grippe. Ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce que le problème dans
l'intelligence artificielle, toujours entre guillemets, hein, chaque fois que je dis intelligence artificielle, je mets des guillemets derrière. Hein. On a vu que le mot, c'est un peu fourre-tout. C'est un peu fourre-tout. C'est que on ne peut arriver à faire quelque chose que si on contextualise. Si je vous dis mal à la tête, courbature et fièvre, bon, vous allez dire c'est la grippe. Oui, mais c'est peut-être pas la grippe, c'est peut-être autre chose. Tant que vous ne posez pas des questions, tant que vous ne savez pas de qui il s'agit, tant que vous n'avez pas investigué, vous ne pouvez pas affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une grippe. Donc tout le problème, c'est la contextualisation. Et ça, Google ne le fait pas, parce que Google ne vous pose pas de questions. On voit avec cette nouvelle crise de la grippe chinoise, du coronavirus chinois, en quoi finalement toute la technologie peut aider à contrer une épidémie comme celle-là. Alors vous avez... Parce qu'on a la comparaison avec le SRAS. SRAS, oui, exactement, ou le MERS, oui, pareil. 2003, donc ça fait quoi ? Oui, c'est ça. 2003, c'est un très bon modèle maintenant pour arriver à anticiper. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer, hein, parce qu'on ne connaît pas très bien la contagiosité, on ne connaît pas très bien la virulence, on ne sait pas encore. On va le savoir d'ici 1 mois, 2 mois, on le saura. Donc, est-ce que cette infection pulmonaire va s'effacer très très vite ou non ? Le modèle du SRAS nous a permis de comprendre que déjà on peut repérer grâce à des caméras, par exemple dans les aéroports, est-ce que il y a une augmentation de la température ? Alors c'est bien sûr, c'est un peu imprécis. Et puis c'est pas parce qu'on a de la fièvre qu'on a une pneumonie à coronavirus. Mais c'est d'un moyen pour arriver déjà à obtenir un certain nombre d'informations, mais surtout là encore, c'est le recueil des symptômes. Il faut avoir un syndrome grippal, c'est-à-dire avoir de la toux, du mal à respirer, plus ou moins, de la fièvre, etc., etc. Et puis surtout revenir depuis moins de 14 jours de Chine et en particulier de la région de Wuhan. Donc on est en mesure, là encore, vous voyez, de suspecter les choses. Et là, ces technologies-là sont un moyen de, non pas de faire un diagnostic, mais là encore, de faire une suspicion. Une suspicion. La France est montrée du doigt parce que justement, elle n'utilise pas ces caméras à l'aéroport au sortir des avions. Est-ce que c'est une vraie sécurité ou finalement ça sert à pas grand-chose ? On avait vu avec le SARS à Toronto que il y avait eu pas mal de gens qui avaient été dépistés. Et on s'était rendu compte qu'ils avaient une élévation de la température. Donc toutes ces personnes qui avaient une élévation de la température, on les isolait et puis on leur posait des questions. Donc c'est un moyen d'alerte. Mais ce n'est qu'un moyen d'alerte. Ce n'est pas la caméra qui va vous dire oui, vous avez une pneumonie à coronavirus. Alors il y a beaucoup de mythes autour de l'intelligence artificielle. Alors déjà, est-ce qu'on a plus à y perdre qu'à y gagner ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Alors plus à y perdre, tout dépend de la bêtise de l'intelligence artificielle. Est-ce que nous sommes dans l'intelligence artificielle ou est-ce que nous ne développons pas des machines qui finalement se croient intelligentes mais qui en fait sont bêtes, c'est-à-dire qu'elles, comme je vous l'ai dit, elles ne comprennent pas, elles ne sont pas capables d'inventer, elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes, etc. C'est-à-dire elles n'utilisent pas les 4 piliers de ce qu'est l'intelligence. Et donc le risque qu'il y a, ce n'est pas l'intelligence artificielle, enfin de mon point de vue, le risque n'est pas l'intelligence artificielle, le risque c'est que nous ayons, grâce aux capteurs, et les capteurs, je fais une parenthèse là-dessus, les capteurs vont être de plus en plus performants, d'abord parce qu'ils consomment de moins en moins d'énergie, ils peuvent balancer des informations à très bas niveau, donc ça peut passer par les prises électriques, par le courant, ils sont capables de se recharger à la lumière, à la vibration, au bruit, et donc ce sont des capteurs qui peuvent être quasi éternels. De ce fait, vous pouvez barder le monde entier de capteurs. Et nous pouvons nous-mêmes nous mettre des implants avec des capteurs qui nous surveilleront tout en permanence. Par conséquent, toutes ces données que nous allons avoir dans les 10 ans qui viennent, la question c'est de savoir qu'est-ce que nous allons en faire et surtout quelle intelligence va les gérer. Parce que si les capteurs parlent entre eux,
Avec une intelligence qui est une intelligence stupide, nous allons avoir des résultats non seulement stupides, mais des résultats extrêmement dangereux. Je vous donne un exemple très simple. Hein. Si vous avez fumé toute votre vie, que en plus les capteurs ont repéré telle et telle chose, géré par une intelligence humaine, l'intelligence humaine aura le jugement justement nécessaire pour dire bon ça va, mais l'intelligence artificielle elle peut dire non celui-là voilà dans telle catégorie il se trouve et donc voilà la décision que nous non seulement nous préconisons mais nous imposons. Et le risque qu'il peut y avoir, c'est que on est encore dans du fantasme, mais c'est à nos portes. C'est que les machines dialoguent entre elles, ce sera le monde 4.0, qu'elles dialoguent entre elles indépendamment de nous, le pauvre médecin et le pauvre patient, indépendamment, et qu'elles nous disent, aux patients, écoute mon vieux, t'as fumé toute ta vie, t'as maintenant un cancer anaplasique à petites cellules, t'avais qu'à pas le faire, donc on ne te prend pas en charge pour ton cancer, tu le paieras tout seul. C'est un risque qui est à nos portes. Et ça, ce serait dû à quoi? Ce serait de la bêtise artificielle. Et nous en avons un exemple typique, c'est sur votre compte en banque. Aussitôt que si vous n'avez pas l'autorisation de découvert, que vous le dépassez de 1 euro, on vous dira je rejette vos prélèvements. C'est de la bêtise artificielle. Et le risque, c'est que l'intelligence artificielle ne soit pas intelligente. Nous avons donc intérêt à augmenter l'intelligence artificielle pour qu'elle soit au service de l'être humain. Qu'est-ce qu'on appelle la loi de Moore ? C'est une loi qui consiste à dire que toutes les machines, tous les 2 ans, augmentent avec une croissance considérable. C'est-à-dire que, je crois, je vous dis peut-être des bêtises, mais par rapport aux premiers ordinateurs, la capacité de calcul des ordinateurs est de plusieurs centaines millions de milliards. Ouais, c'est même pas centaines de millions de milliards. Et quand on va voir les ordinateurs quantiques qui vont donc utiliser de la lumière et non plus utiliser la fonction de 0 et 1, en utilisant le spectre de la lumière, la puissance de ces machines sera phénoménale. C'est-à-dire que ça va, on l'utilise par exemple pour la cryptologie, c'est-à-dire pour crypter des données. Les ordinateurs quantiques seront capables de le faire. Donc auront une puissance de calcul absolument infinie. Et donc la loi de Moore veut dire, pour revenir à votre question, c'est que nous arrivons en ce moment à la fin de la loi de Moore parce que nous ne pouvons pas multiplier la taille, de diminuer la taille des puces et des circuits, parce que maintenant on est à l'échelle de l'atome. Et donc si on était à l'échelle de l'atome, tout le bruit quantique, c'est-à-dire de toutes les particules qui viennent de l'univers et qui tombent sur la Terre, viendrait perturber les circuits. On est donc à la limite. Faut changer de braquet, faut passer aux ordinateurs quantiques et peut-être aussi aux ordinateurs biologiques, qui sont très lents, mais les ordinateurs biologiques seront vraisemblablement une portée, puisqu'on est capable dans une cellule, dans un ADN, un brin d'ADN, dans une cellule, de mettre 300 livres de poche. 300. Vous vous rendez compte? C'est considérable. Dans une cellule. C'est-à-dire que la puissance des machines qu'on connaît aujourd'hui n'est pas infinie. En gros, ça veut dire qu'on est au bout là. La puissance de stockage, elle peut être infinie, bien sûr. Ça fera fondre la banquise, bien sûr, un peu plus. Ça va dérégler encore plus le climat, mais on peut stocker de façon infinie. La puissance de calcul, elle va être limitée. Nous avons maintenant un supercalculateur en France, qui est le 5e du monde, je crois. Bon, très bien, mais c'est pas parce que vous êtes rapide que vous êtes intelligent. C'est toujours pareil. La donnée en elle-même, si elle n'est pas contextualisée, elle n'a pas de valeur. Je vous donne un tout petit exemple très simple. Si vous avez 12 vitres de tension et 52 pouls, on va vous dire bravo, bravo, vous êtes sportif, c'est très bien, vous êtes super, bravo. Bon, on va se dire, très bien, rentrez chez vous, il y a rien à voir. Si vous avez 86 ans et que vous avez un pacemaker, comme votre pacemaker il est réglé à 60, ça veut dire que si vous avez 52 pouls et 12 vitres de tension, faut appeler le 15 tout de suite, parce que ça veut dire que votre pacemaker est en panne. Donc vous voyez que là encore, la contextualisation et la personnalisation est absolument essentielle. Donc la compréhension, et même un ordinateur quantique ne peut pas aboutir à ce qui est fait profondément la nature biologique qu'ont des animaux comme les chimpanzés, certains, les poulpes, etc. Et nous,
Et les êtres vivants ont une intelligence que la machine, pour l'instant, ne peut pas avoir. Est-ce que ce plafond de verre, il explosera? Moi, je pense que c'est pas pour demain. Alors, docteur Loïc Etienne, justement, demain, allez, à l'horizon 5-10 ans, qu'est-ce qu'on va voir arriver comme nouvelles innovations? Écoutez, je suis pas Madame Soleil, hein, je peux pas vous le dire. Il y en a déjà qui sont en place. C'est déjà demain. Oui, on y est déjà. Oui, on y est déjà demain. Je pense que les capteurs, grâce aux nanotechnologies, vont faire évoluer considérablement la capacité que nous aurons de recueillir de l'information. Ce qui veut dire, appliqué à la médecine, que je pense, bon, mais c'est une opinion, hein, c'est que je pense qu'à horizon 10 ans, les capteurs seront plus efficaces que les yeux, les oreilles et les mains des médecins. On sera capable avec des caméras reconnaissance faciale immédiatement de voir si c'est un mélanome ou pas, de voir si c'est un mélanome ou pas. On sera capable d'entendre de faire de la reconnaissance d'un bruit de stéthoscope. Nous, on a mis au point un smartoscope, c'est-à-dire un système qui est capable à 95% d'être en mesure de faire un diagnostic cardiologique. Simplement, en l'écoutant, on fait du Shazam. On fait comme Shazam, hein, pas autre chose. Donc, il va y avoir, donc, dans le monde des capteurs, des évolutions absolument considérables. Qu'est-ce que nous allons en faire de toutes ces données? Et ça, c'est un problème qui est un problème éthique considérable. C'est-à-dire, c'est pas tellement qu'il faille avoir peur du méchant assureur, c'est pas ça. Le problème, à mon avis, on se focalise sur l'utilisation mercantile qui pourrait être faite des données. Moi, je pense que c'est un risque, bien entendu. Mais ça peut être couvert grâce au RGPD, grâce à tout ce que nous avons mis en place comme outil juridique. Le risque, c'est tout ce qui va échapper à ça, c'est-à-dire la bêtise artificielle qui va faire que les machines vont être capables de gérer des données de façon inintelligente. Donc, nous avons, dans le domaine des capteurs, une évolution considérable. Ce qui va être phénoménal, c'est les robots. Les robots actuellement comme Da Vinci sont capables d'assister les chirurgiens, mais ils seront capables à terme de pouvoir agir tout seuls sous le contrôle d'un chirurgien qui vérifiera que le robot fonctionne bien. On va le savoir dans le domaine de la thérapie génique. Actuellement, la connaissance du génome est absolument incroyable, mais nous n'en connaissons que epsilon. On va connaître tous les gènes, on va connaître leur interaction, comment ils se répriment, comment ils s'activent, comment tout ça fonctionne, quelle est la mécanique de tout ça. Et donc il y aura là la possibilité d'intervenir sur le génome, puisque nous avons des ciseaux à ADN, c'est une Française qui a inventé ça, un ciseau à ADN qui permet de couper un bout d'ADN, hop, il le met à la poubelle, il le remplace par un autre. On pourra utiliser des virus qui dans lequel on met un gène et il infecte la cellule et ça s'incorpore à l'intérieur du génome de la cellule grâce au virus. Donc on va pouvoir, grâce à ça, intervenir sur le vivant et sur le programme de la cellule. Ça, c'est absolument phénoménal. Les imprimantes biologiques, on en a parlé, ça va révolutionner l'univers des greffes. Alors, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous voyez que l'univers, ce qui se présente à nous, est absolument fabuleux, extraordinaire. Qu'allons-nous en faire? C'est la question. Question d'éthique, alors. Qui seront les gardiens de l'éthique? Alors, l'éthique... Vous savez, l'éthique, c'est assez difficile à définir parce que, enfin, moi, je fais partie d'une commission au ministère de la Santé, justement, où on réfléchit sur à la fois l'éthique en santé et puis également sur le code de déontologie, de façon à voir comment on peut le faire bouger, de façon à ce qu'il soit adapté. La question qui se pose à nous, c'est que l'éthique est toujours le reflet d'une morale à un temps T. Donc, l'éthique est assez à des choses qui sont absolument à des invariants, qui sont les 10 commandements. En gros, tu tueras pas, tu feras pas ci, etc. Et finalement, notre code de déontologie, qui est très bien fait, qui est très très équilibré, répond à ça. Mais si nous n'avons pas les outils pour anticiper, c'est ce qui va venir. Si nous ne nous mettons pas en avance, nous allons toujours fonctionner
évidemment en retard, c'est-à-dire fonctionnant avec de la jurisprudence. Et donc, au lieu de réfléchir et d'anticiper, on va finalement marcher avec la loi. Et la loi, est-ce que la loi, ça, la gardienne de l'éthique? Je ne sais pas. Docteur Loïc Etienne, c'est passionnant. Merci Ibtissem Belmadani. Je rappelle le titre de votre livre, Docteur Loïc Etienne, Les sorciers du futur, sous-titré Santé, l'intelligence artificielle pourra-t-elle nous guérir, aux éditions Marabout. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.